L'État malien veut identifier l'ensemble des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Cela dans le but de rationaliser la gestion des salaires et des carrières des agents à travers un logiciel d'identification. Et c'est le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui a lancé les opérations à Ségou. Dans cette édition, nous allons faire un zoom sur la coopération médicale sino-malienne de Markala à Bamako, en passant par Sikasso et Kati. Les médecins chinois ont beaucoup contribué à la santé des populations maliennes, à la formation des médecins maliens et au renforcement du plateau technique des hôpitaux. Vendredi 27 octobre 2023, bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Lancement à Ségou de l'opération d'identification des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. L'opération vise à rationaliser la gestion des salaires et des carrières des agents à travers un logiciel d'identification. La cérémonie, qui a enregistré la participation de plusieurs ministres et gouverneurs, est placée sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Des détails avec Aloussine Touré. L'opération d'identification des agents des fonctions publiques d'État et des collectivités est une formidable opportunité pour les gestionnaires des ressources humaines de ces entités de mieux cerner les contours de cette gestion pour une plus grande efficacité, aussi bien en termes de salaire que de point de vue de la gestion des carrières. Dans le cadre de la refondation de l'État, le gouvernement de la République du Mali a initié le projet dénommé Système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales, SIGRH. La mise en œuvre du projet comportera 4 phases, à savoir le développement du système de gestion intégré des ressources humaines, le lancement et l'enrôlement des agents, l'intégration des données biométriques et la production des cartes d'agents. La mise en place de cette opération est une recommandation forte des Assises nationales de la refondation. Le projet SIGRH, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement de transition, est une forte recommandation des Assises nationales de la refondation, recommandation traduite en actions concrètes sous l'impulsion de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Conformément au chronogramme revu du projet SIGRH, dont le délai d'exécution a été prolongé en février 2024, sa mise en œuvre comporte 3 étapes comme suit. La première étape, marquée par le recensement des agents, a permis d'actualiser les fichiers du personnel de l'État et des collectivités territoriales sur la base des données biométriques issues du RAVEC. Phase également marquée, tenez-vous bien, par la création et le développement du logiciel SIGRH et ses outils de monitoring. La deuxième phase, dont le lancement s'effectue en ce jour, concernera l'identification physique des agents par des équipes mobiles constituées au niveau de chaque DRH, j'ai nommé les directions des ressources humaines sectorielles. L'ultime étape bouclera le processus par l'intégration des données biométriques des agents dans le logiciel SIGRH. Le Premier ministre a souligné l'importance de cette opération au regard des résultats attendus à travers son application. Le projet de système intégré de ressources humaines nous engage dans une nouvelle trajectoire de la réforme structurelle de l'administration publique malienne. La mise en œuvre de ce projet de haute portée nationale permettra notamment, premièrement, de disposer d'une base de données fiable sur les effectifs des agents de la fonction publique de l'État et des collectivités territoriales. Deuxièmement, de doter les 2 fonctions publiques d'un système de gestion des ressources humaines intégrant les données du recensement administratif à vocation électorale, à vocation d'état civil RAVEC. Troisièmement, de réduire la fraude dans la gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. Quatrièmement, de réaliser
les économies d'échelle sur le budget national. Et enfin, cinquièmement, de disposer d'un outil d'aide à la décision en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de transparence, de bonne gouvernance des ressources humaines. Le système intégré de gestion des ressources humaines de l'État est une étape essentielle dans le cadre des réformes administratives liées à la refondation de l'État. Restons dans la cité des Balanzans. En marge de cette cérémonie de lancement, le Premier ministre a visité la Comatex, compagnie malienne de textile. Dr Choguel Kokala Maïga s'est imprégné des conditions et de la qualité du travail du processus d'impression des tissus au sein de cette usine. Les détails avec Ramata Konaté et Karamoko Traoré de l'ORTM Ségou. Comment évolue la période post-reprise de la Comatex? Quel engouement anime les travailleurs tout en jetant un regard sur la gestion administrative? Ces coins et recoins n'ont pas échappé au Premier ministre lors de cette visite à la compagnie malienne des textiles. Ce que j'ai vu aujourd'hui m'a laissé une grande satisfaction. J'ai rencontré d'abord des travailleurs très conscients, une direction qui a une claire idée de ce que les présidents de la transition, le ministre, le gouvernement, les peuples maliens attendent d'eux et les populations dessus. C'est une visite courte mais pleine de sens, avec des messages d'encouragement et de responsabilité. C'est la consommation des produits de la Comatex par les Maliens qui fera que la Comatex va réussir, entre autres. En plus de la gestion rigoureuse sur laquelle j'ai insisté auprès du directeur. Et je voudrais aussi dire au travers de la Comatex, tenez à la qualité de vos produits. Le gouvernement donne l'impulsion, mais c'est vous, par la qualité de vos produits, par la régularité de votre production et des services que vous allez fidéliser vos clients. S'il y a des insuffisances, dites-le, la direction a des obligations vis-à-vis de l'État. Et ça va encourager votre ministre, qui aujourd'hui ne manque pas d'énergie. Au chef du gouvernement de préciser au cours des échanges que la réussite de la Comatex dépend de nous tous. Il faut que les Maliens se disent que la Comatex, ce n'est pas seulement l'affaire des travailleurs de la Comatex. Ce n'est pas seulement l'affaire des populations de Ségou, c'est l'affaire du Mali. Je voudrais lancer de façon particulière un appel à toutes les écoles de faire le maximum pour commander les tissus scolaires à la Comatex. Ça donnera au moins l'occasion à tous les enfants, riches et pauvres, d'être les mêmes à l'école. Ça permettra aussi de faire vivre au bonheur des populations maliennes cette unité industrielle. J'ai vu aussi du coton hydrophile. J'ai posé la question au directeur, mais pourquoi il y a ce grand stock? Et il m'a fait comprendre que les commandes ne suivent pas. Je suis surpris que nos citoyens manquent souvent de coton hydrophile ou vont l'acheter du coton, vont acheter du coton hydrophile importé de pays qui importent eux-mêmes le coton de chez nous pour le transformer, le blanchir, le ramener chez nous, le vendre plus cher. Alors qu'on peut acheter le même produit, moins cher, mais la richesse reste en plus dans le pays. Je voudrais donc lancer un appel aux citoyens maliens, aux pharmacies, commander autant qu'il faut les cotons hydrophiles à la Comatex. C'est en cela que l'engagement du président aura un sens. La Comatex, avec aujourd'hui ses quelques 1300 travailleurs, reste l'une des rares usines créées aux premières années de l'indépendance du Mali et qui soit encore en activité. À rappeler que l'usine était fermée pendant 3 ans, mais grâce à l'engagement et à la détermination du président de la transition, colonel Assimi Goïta, la Comatex a repris service pour le bonheur de tout un peuple.
Retour à Bamako, le président de la transition a présidé ce matin à l'École nationale de police la sortie de la 18e promotion des élèves commissaires de police. La promotion au nombre de 232, dont 34 personnels féminins, porte le nom de feu Alioune Badra Djamoutene, ancien directeur général de la police. Le président a saisi l'occasion pour rappeler à la promotion le respect de l'engagement envers le pays en recevant leurs épaulettes et surtout de penser à la protection des citoyens dans l'exercice de leur profession. Écoutez le président de la transition à la fin de la cérémonie. Il est au micro de Modibo Mariko. Nous avons écouté le nouveau commissaire qui vient de prendre des engagements face à l'État. Leur engagement de servir la patrie avec honneur et loyauté. Leur engagement de respecter les lois et règlements. Leur engagement de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Et ceci est un défi permanent pour tous ces commissaires qui viennent de prêter serment. Et aussi la sortie de la 18e promotion des commissaires coïncide avec le redéploiement des FAMA sur l'ensemble du territoire national. J'ose espérer que ces effectifs au nombre de 232 vont renforcer non seulement les ressources humaines de la police, renforcer le dispositif sécuritaire dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et la lutte contre les groupes armés terroristes. Je voudrais inviter aussi les nouveaux commissaires à tisser des relations humaines avec les populations sans laquelle la réussite de leur mission sera vouée à l'échec. Je les encourage aussi à incarner les mêmes valeurs que leurs parrains, le feu inspecteur général Alioune Badra Djamoutene, qui a consacré toute sa carrière au rayonnement de la police nationale. À présent, des nouvelles des FAMA sur le terrain. La vigilance des FAMA a permis de déjouer mercredi 25 octobre 2023 une attaque terroriste de grande envergure visant les emprises FAMA de Gao et d'Anefis. 2 colonnes de véhicules terroristes ont été interceptées par les vecteurs aériens FAMA et détruites à mi-chemin des localités de Gao et d'Anefis. Les FAMA continueront à déployer des efforts au quotidien pour assurer la sécurité et l'intégrité du territoire national. Unis, nous vaincrons. 150 millions de litres de gasoil attendus au port autonome de Conakry dans les semaines qui viennent en provenance de la Russie et à destination du Mali. Ce sont là les premières retombées concrètes de la visite de la délégation de haut niveau conduite à Moscou par le ministre de l'économie et des finances, nous dit Yaya Konaté dans son commentaire suivant. C'est une visite d'inspection au port autonome de Conakry. Une semaine après le séjour à Moscou d'une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances, Conakry, la capitale guinéenne, accueille à son tour une autre délégation dépêchée ici pour s'entretenir avec les autorités portuaires sur les dispositions prises dans le cadre de l'accord relatif à l'approvisionnement du Mali en denrées essentiellement à partir de la Russie. Au sein de la délégation, des membres de la société Demex, une société russe spécialisée dans le négoce de produits pétroliers avec laquelle un mémorandum d'entente a été signé à Moscou sur l'approvisionnement du Mali en hydrocarbures. Le port autonome de Conakry recevra ainsi dans les semaines qui viennent d'importantes quantités de produits pétroliers destinés au Mali en attendant les livraisons d'engrais et de blé. Dans les semaines à venir, 150 millions de litres de gasoil doivent transiter par le port de Conakry. Donc nous sommes venus parler de cette livraison qui est annoncée. Il s'agit donc pour nous, à la suite de la visite d'une importante délégation du gouvernement du Mali récemment en Russie, de faire le point des mesures qui ont été arrêtées ou des mesures à prendre pour faire face à l'arrivée prochaine d'importantes quantités de pétrole, d'engrais et de blé destinés au Mali. La délégation malienne conduite par Modibo Maïga, conseiller technique au ministère de l'économie et des finances, a rencontré les responsables du port autonome de Conakry, de la société Alport Conakry, concessionnaire du port, ainsi que ceux de la SGP, la société guinéenne des pétroles. Des acteurs qui n'entendent ménager aucun effort pour la réussite de l'opération, conformément à la volonté des chefs d'État du Mali et de la Guinée. Nous avons discuté des conditions d'accueil
nous avons assuré en tant que concessionnaire soutenir la politique du gouvernement guinéen qui a une relation privilégiée avec le Mali. Et nous avons à cet effet rassuré la délégation que dès l'arrivée du navire à quai au port de Conakry en rade, il sera pris en charge pour assurer le déchargement continu. Et maintenant, nous avons discuté aussi des conditions de stockage. Et vous savez qu'en Guinée, il y a une entité qui est chargée de la gestion des produits pétroliers, qui est la SGP, et qui va être associée à ça pour permettre l'approvisionnement continu des camions. Et nous avons aussi explorer de nouvelles pistes par rapport aux espaces de stockage mobile. Et nous comptons dans les jours à venir faire des assises, des discussions, approfondir des discussions pour mettre ça en place et faciliter le transit des produits pétroliers maliens. Il est à préciser que dans le cadre de l'accord conclu en novembre 2022 pour l'approvisionnement du Mali en denrées à partir de la Russie, 2 navires de blé de 25 000 tonnes chacun ont déjà été reçus au port autonome de Conakry. Des cargaisons traitées avec beaucoup de diligence et d'efficacité par la partie guinéenne. C'est parti pour la 3e édition du Salon des entrepreneurs et acteurs digitales à Bamako. Cette rencontre annuelle se veut le cadre d'échange et de partage entre professionnels avec comme objectif la valorisation du potentiel malien dans le domaine des TIC et comme finalité la mise en place d'une plateforme nationale de promotion de l'économie numérique et aussi le renforcement des capacités. La rencontre qui va durer 3 jours est parrainée par le ministre chargé de la communication et de l'économie numérique. Le reportage est signé Modibo Mariko. MDA, Mali Digital Awards ou le respect d'un engagement pris il y a 3 ans. Ces rendez-vous de la communauté digitale se veut un cadre fédérateur face à la révolution numérique, mais une réponse au constat de la fracture du même nom. Dans ce contexte, la synergie des acteurs, organisations, entreprises et institutions a un rôle fondamental à jouer. Le challenge pour nous est de transmettre et d'utiliser au mieux le digital. C'est la raison pour laquelle le MDA existe. MDA 2023 porte en elle une innovation majeure parmi tant d'autres. Nous avons décidé d'élargir cette année notre champ d'action en rendant opérationnel notre nouveau label que je nomme le Mali Digital Accélérateur, qui permettra aux startups de bénéficier de financements issus de nos levées de fonds. L'édition de cette année est co-organisée avec la SMTD, avec comme pays invité l'Algérie et comme parrain les ministres de la communication et de l'économie numérique. Un partenariat stratégique autour du thème central, la crise accélérateur de transformation digitale. Un thème qui entend faire comprendre la puissance redoutable que représentent les outils de la révolution numérique et être du coup porteur des réponses aux défis numériques actuels de notre pays. Vous comprendrez aisément avec moi que l'enjeu aujourd'hui pour notre pays est d'amplifier l'usage du numérique dans tous les comportements de la société, notamment l'administration publique, les entreprises quelles qu'elles soient, les citoyens à tous les niveaux, afin d'aboutir à une mutation qui propulsera notre pays dans les cercles des pays émergents. C'est pourquoi le gouvernement est engagé à investir dans le développement de l'économie numérique et à moderniser notre administration pour répondre aux besoins de nos citoyens à travers les systèmes de paiement des biens et des services en ligne et des services électroniques offerts aux usagers. Je suis convaincu qu'ensemble, et j'insiste bien sur le mot ensemble, que nous pouvons accomplir de grandes choses et construire un avenir meilleur pour notre pays. Les participants entre ateliers de formation et panels tenteront en l'espace de 3 jours de créer une plateforme nationale dédiée au partage et aux échanges d'expériences entre professionnels d'éthique, mais surtout de valoriser le potentiel des entrepreneurs maliens, entre autres objectifs de ces salons. Sur un tout autre plan, la période d'inscription pour la campagne du Hajj 2024 est comprise entre le mois d'octobre 2023 et mars 2024. Cette nouvelle disposition est prise par les autorités saoudiennes pour mieux gérer l'opération du Hajj. Ces informations ont été données lors du lancement de la campagne 2024 du Hajj. C'était en présence du ministre en charge des affaires religieuses, Noundi Batraoré. S'inscrire avant fin mars 2024 pour être parmi les pèlerins du Hajj 2024. C'est la nouvelle règle édictée par les autorités saoudiennes. Ce nouveau chronogramme rendu public donne le top départ de la campagne 2024 du Hajj au Mali.
Cette décision est justifiée par le souci de moderniser le processus d'inscription conformément aux nouvelles dispositions des pays hôtes, le Royaume d'Arabie Saoudite. Ils nous ont expliqué que les travaux doivent être finis à partir du mois de mars 2024. Mars 2024, on doit finir avec l'inscription de l'ensemble de nos pèlerins et commencer la programmation des vols. Une bonne opportunité pour les agences de voyage de la filière privée qui se reconnaissent en ce nouveau chronogramme. Nous sommes un peu acteurs de cette situation, dans la mesure où nous avons toujours demandé à ce que les gens commencent les appels très tôt, afin que nous puissions avoir tout fin prêt pour aller au Hajj. Pour évaluer les pays, il a été conçu une ligne avec 3 couleurs, vert, jaune, rouge. Le vert de septembre à janvier. Il est idéal et récompense les pays qui finissent leurs activités en rapport avec les Hajj. Le jaune de janvier à février, il est passable. Le rouge, ça c'est du mars, il est la limite et la zone à éviter. Je suis encouragé par votre volonté de relever les défis et de trouver un consensus autour de la répartition équitable et transparente des quotas. Le Mali disposera cette année du même quota que l'année passée, c'est-à-dire 12 300 pèlerins, et le coût de l'opération ne devrait pas beaucoup évoluer selon le président de la maison du Hajj. Place maintenant au grand format de ce journal. La Chine et le Mali entretiennent des relations de coopération médicale depuis longtemps et des missions médicales viennent régulièrement au Mali. Cette équipe périodiquement renouvelée dans notre pays est à sa 28e mission. Du Markala à Bamako en passant par Sikasso et Kati, les médecins chinois ont beaucoup contribué à la santé des populations maliennes, à la formation des médecins maliens et au renforcement du plateau technique des différents hôpitaux, précisément de l'hôpital du Mali. Gros plan aujourd'hui sur la coopération médicale sino-malienne avec Koumba Sissé et Sidi Modibo Dameli. Il y a de cela 60 ans, Chinoises et Maliens se sont donné la main pour une coopération bilatérale mutuellement avantageuse. De cette date à nos jours, les deux pays cheminent ensemble au gré d'une coopération qui s'améliore au fil du temps dans tous les domaines. La République populaire de Chine a beaucoup investi au Mali dans différents secteurs du développement de notre pays, notamment dans le domaine de la santé. La coopération médicale entre les deux pays a commencé en février 1968. Au début, la mission médicale chinoise s'est située à Massina et Margala. Tous les 18 mois, l'équipe de la mission médicale chinoise se renouvelle. Aujourd'hui, la 28e mission avec un effectif de 23 médecins est présente à l'hôpital du Mali, fruit de la coopération entre les deux pays. C'est à partir de 2012 que l'ensemble de la mission a été regroupé à l'hôpital du Mali. Chaque année, chaque mission quand même donne le meilleur d'elle. Mettre sur place des technologies les plus avancées, former les médecins maliens et financer des projets innovateurs en matière de santé, telles sont quelques grandes réalisations de la coopération chinoise au Mali. Pour l'hôpital, on a les spécialités comme la médecine, en particulier l'endocrinologie et les maladies métaboliques, la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, la neurochirurgie. Nous avons la gynécologie et la pédiatrie. En termes de services techniques, on a le laboratoire et l'imagerie. Et il y a aussi la formation continue, soit sur place en termes de vidéoconférence, où les spécialistes maliens vont en Chine pour les stages de perfectionnement. Il faut souligner l'ouverture de l'unité de procréation médicalement assistée. Le bâtiment a été construit par l'État malien. Les équipements, la formation sont pris en charge par les partenaires chinois. En plus de cela aussi, on a la radiothérapie pour la prise en charge des malades atteints de cancer. Le bilan en termes de dons, en termes monétaires, ça va jusqu'à 350 millions de dons de médicaments, équipements en moyenne par an.
Et depuis 2012 à maintenant, ils font en moyenne 27 000 consultations. Si la coopération sino-malienne produit des résultats fort louables dans le domaine de la santé, des contraintes et obstacles demeurent. Ceci se résume principalement à des difficultés d'ordre linguistique. Avec l'implication des interprètes, le corps médical des deux pays arrive à franchir ces obstacles, à travailler ensemble pour offrir un soin de qualité aux populations. Quand on a des malades, on discute ensemble et on prend la décision tous ensemble. Et il faut dire que grâce à cette équipe, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées à l'hôpital du Mali. Donc notamment en arthroplastie, au niveau de la hanche, au niveau des genoux et l'arthroscopie. J'ai été opéré ici à l'hôpital du Mali. Donc je viens chaque fin du mois pour le contrôle. On voit qu'il y a du sérieux, la coopération, vraiment, on peut dire, vraiment, ça se passe très bien. Dans l'avenir, des projets doivent être réalisés pour prendre en compte la création et l'équipement des nouvelles unités. Les perspectives, c'est de continuer surtout à développer les surspécialités avec le partenaire chinois. Le projet qui a en cours, la procréation médicalement assistée, il y a d'autres formations qui auront lieu. En plus de cela, on veut quand même des domaines d'endoscopie, parce que c'est les Chinois seulement qui font l'endoscopie. On veut que les Maliens aussi puissent être formés pour être autonomes. Il y a d'autres formations dans le cadre de la neurochirurgie aussi qu'on a demandé, ils ont donné des accords. Comme vous avez dû le constater à travers ce reportage, le bilan de la coopération sino-malienne est satisfaisant. Et ce partenariat qui s'inscrit dans la durée a sans doute de beaux jours devant lui, à en croire les responsables sanitaires des deux pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.